Bonjour, mesdames et messieurs. Il est 13 h. Vous avez choisi RTI 1 et vous avez bien fait. Le président de la République, Alassane Ouattara, en visite d'État en Chine, a accordé hier samedi une série d'audiences aux responsables des différentes banques d'État chinoises. Puis il a procédé à la place Tiananmen au dépôt d'une gerbe de fleurs au monument aux héros du peuple. Ici en Côte d'Ivoire, c'est bientôt la rentrée des classes. La rentrée scolaire 2018 et 2019 est fixée au 10 septembre prochain et les inscriptions à la maternelle et aux cours préparatoires première année démarrent demain lundi et jusqu'au vendredi 7 septembre prochain. Avec ou sans extrait de naissance, les enfants peuvent être inscrits. Le gavage des nouveau-nés est une pratique ancestrale au nord du Cameroun. Il s'agit de forcer un enfant sans appétit à manger afin de lui donner des forces. Une pratique dangereuse qui peut être mortelle, mais la tradition est tenace et il n'est pas question d'abandonner ce rituel. Le 18 juillet dernier, la date des élections municipales et régionales a été fixée en Conseil des ministres. Le collège électoral est convoqué le samedi 13 octobre prochain. Plus de 6,5 millions d'électeurs ivoiriens sont inscrits sur la liste électorale provisoire après traitement des données recueillies lors de l'enrôlement du 18 au 24 juillet. Le 29 août dernier, c'était la date butoir de dépôt des dossiers de candidature. Une date qui, selon le souhait de plusieurs candidats, aurait dû être repoussée. Et pourtant, elle a été maintenue par la commission électorale indépendante. Monsieur Bertin Ganin, secrétaire permanent à la CEI, est présent sur notre plateau dans le cadre du magazine du dimanche. Avec lui, nous parlerons de ces prochaines élections locales couplées et des étapes suivantes pour le dépôt des dossiers de candidature. Bonjour, monsieur Ganin. Bonjour, monsieur Diaby. Bienvenue sur notre plateau. Merci. La date du 13 octobre sera respectée? Elle le sera. Elle le sera. Merci. Nous en parlerons largement tout à l'heure pendant un quart d'heure. Merci. À bientôt, monsieur Ganin. Le président Alassane Ouattara est en Chine depuis quelques jours pour une visite d'État qui s'achève ce 2 septembre même. Mais en marge des rencontres officielles, l'agenda du chef de l'État est bien chargé. Hier, le président de la République a accordé une série d'audiences aux responsables des différentes banques d'État chinoises. Le point avec notre envoyé spécial en Chine, Viviane Naïm. Au cours de son séjour à Beijing, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu tour à tour les responsables des banques d'État chinoises. Le président de la Banque de développement de Chine, M. Zheng Ziye, la PDG de Exim Bank de Chine, Mme Yu Xiaolian, le président de la Banque de Chine, Chen Siqing. L'appui financier de la Chine au gouvernement ivoirien et qui lui a permis de doter en moins de 10 ans la Côte d'Ivoire en nombreux équipements, notamment l'alimentation en eau potable pour les zones qui en étaient privées, la construction du barrage hydroélectrique de Soubré, l'extension du port autonome d'Abidjan, la réhabilitation du réseau électrique national, la construction de ponts, la construction de stades, le bitumage de nombreux axes routiers, et s'est traduit sous la forme de financements octroyés par les banques d'État chinoises à la Côte d'Ivoire. Recevant les dirigeants de ces banques d'État au cours de sa visite d'État en Chine, le chef de l'État ivoirien s'est entretenu avec eux du financement de plusieurs nouveaux projets de développement pour son pays. Et puis, le président Alassane Ouattara a voulu rendre hommage à la mémoire des martyrs qui ont donné leur vie pour la lutte révolutionnaire du peuple chinois lors des 19e et 20e siècles. Il s'est rendu au monument des héros du peuple pour y déposer une gerbe de fleurs. On retourne donc à Beijing, toujours avec notre reporter Viviane Naïm. Ce samedi matin, le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse se sont rendus sur une place célèbre de Pékin de par son caractère chargé d'histoire pour rendre hommage à la mémoire des martyrs de la lutte révolutionnaire du peuple chinois. Sur cette place, symbole de l'histoire de la Chine nouvelle, est érigé le mausolée de Mao Zedong, le père de la révolution communiste chinoise. Se dresse également le monument aux héros du peuple, un monument haut de plus de 35 mètres. L'hommage s'est déroulé selon un cérémonial militaire avec l'exécution de l'hymne national de la Côte d'Ivoire et l'hymne national de la Chine, suivi de la marche
jusqu'au pied du monument où le président de la République est allé s'incliner et déposer une couronne de fleurs en la mémoire des martyrs de la Révolution chinoise. Geste de respect et d'amitié pour le peuple chinois. Demain, c'est lundi, c'est le 3 septembre 2018. C'est la date à partir de laquelle, si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pourrez, si vous le voulez, changer d'opérateur de téléphonie mobile tout en conservant votre numéro. L'idée semble incroyable, voire impossible, et pourtant, c'est possible. Et cela à partir de demain. Cela s'appelle la portabilité et elle vise une amélioration des services proposés par les opérateurs pour une meilleure qualité du réseau téléphonique. Les précisions de Mahama Traoré dans nos prochaines éditions. Et les TIC doivent faire partie du quotidien du personnel des ressources humaines. Un personnel encouragé à utiliser les techniques de l'information et de la communication pour dynamiser chacun son entreprise. C'était l'objet de la 8e édition de l'université des ressources humaines qui a eu lieu du jeudi 30 août dernier au samedi 1er septembre à l'initiative de l'APRHCI, l'Association des professionnels des ressources humaines de Côte d'Ivoire. Et ça y est, il était pour RTI. Le digital au cœur des réflexions de la 8e édition de l'Université des ressources humaines. Cette rencontre initiée par l'Association des professionnels des ressources humaines de Côte d'Ivoire, ARPHCI, vise à montrer l'importance de l'usage du numérique dans la gestion du potentiel humain dans les entreprises. La plupart des métiers se digitalisent, s'informatisent. Et il était bon que nous, en tant que gestionnaires des ressources humaines, nous réfléchissions donc sur les enjeux de cette transformation digitale pour nos entreprises et dans nos entreprises. Abordant le thème de la rencontre, la transformation digitale de la fonction des ressources humaines, quels enjeux pour les entreprises? Le conférencier exhorte les responsables des ressources humaines des entreprises à épouser l'ère du temps. La révolution digitale est vraiment une vraie disruption. C'est une vraie occasion finalement de devenir beaucoup plus performant à condition d'utiliser toutes les ressources qu'offre aujourd'hui le numérique, jusqu'à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Le représentant du parrain salue la pertinence du thème et appelle à l'union dans le secteur des ressources humaines pour une meilleure performance des entreprises. Les ressources humaines sont le levain indispensable à la performance des entreprises et les gestionnaires que vous êtes se doivent d'être en permanence en éveil. C'est pourquoi je vous encourage à toujours vous former et vous informer sur l'évolution du monde de l'entreprise. Cette 8e édition de l'Université des ressources humaines a mobilisé plus de 100 participants. Fini les vacances. Lundi 10 septembre prochain, les élèves reprendront le chemin de l'école. C'est la rentrée scolaire 2018-2019. Et dès demain, 3 septembre, les inscriptions vont démarrer jusqu'au 7 septembre à la maternelle et au CP1 sur toute l'étendue du territoire national. Avec ou sans extrait de naissance, les enfants peuvent être inscrits. Et quant aux inscriptions dans les lycées et collèges qui ont démarré depuis le 10 juillet dernier, les retardataires ont jusqu'au 8 septembre pour s'inscrire. Nous Sangaré, Michel Mambo. Lundi 3 septembre 2018, date retenue pour le début des inscriptions à la maternelle et aux cours préparatoires première année. Des inscriptions qui se poursuivront jusqu'au vendredi 7 septembre. Les inscriptions aux primaires, n'est-ce pas, se font sans frais d'inscription. Deuxièmement, nous avons demandé à ce que tous les enfants de 6 à 9 ans soient inscrits. Les inscriptions peuvent se faire avec ou sans extrait d'acte de naissance, selon le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Kouyaté Abdoulaye précise que cette décision s'inscrit dans la politique de scolarisation obligatoire initiée par l'État ivoirien. Aucun enfant de Côte d'Ivoire ne doit rester sans éducation. Donc il faut que tous les enfants aient une éducation. On ne saurait le faire sans que tous les enfants en âge d'aller à l'école soient à l'école. C'est la raison pour laquelle que les enfants aient un extrait de naissance ou pas, un extrait de jugement supplétif ou pas, que tous les enfants soient inscrits, que tous les enfants aillent à l'école.
Il nous appartiendra maintenant de voir avec les parents. Les parents prendront les dispositions pour faire en sorte que les enfants aient un extrait de naissance avant, n'est-ce pas, la fin de la classe de CP1. Kouyaté Abdoulaye a également abordé la question des inscriptions en ligne au premier et second cycle. Sur plus de 2 millions d'élèves attendus, seulement 403 730 ont pu s'inscrire à ce jour. Les retardataires ont jusqu'au 8 septembre, date butoir, pour se mettre à jour. Nous incitons, n'est-ce pas, les élèves et les parents à s'inscrire le plus rapidement possible. En tout état de cause, à partir du 8 septembre, nous allons arrêter les inscriptions en ligne. On a commencé les inscriptions assez tôt pour que tout se fasse avant la rentrée, de telle sorte qu'il y a des travaux à exécuter, n'est-ce pas, avant la rentrée, à savoir les listes des classes, les préparations, n'est-ce pas, des emplois du temps. Et tout ce travail administratif doit se faire pour que la rentrée se fasse. Si cela ne se fait pas, il est évident que cela va jouer sur le début effectif des cours, mais également sur le quantum horaire. La rentrée scolaire 2018-2019 est prévue pour ce 10 septembre. Parents, élèves, personnel éducatif et corps enseignants sont donc invités à une synergie d'action pour une année scolaire réussie. Les parents doivent être en phase avec l'école pour savoir ce qui se passe à l'école, d'où leur implication dans la gestion de l'école. Quand il y a une relation étroite entre les parents et l'école, l'enfant, n'est-ce pas, a une bonne performance. Civisme et éducation de tous pour une école de qualité, c'est le thème retenu pour la rentrée scolaire 2018-2019. Et les COGES, les comités de gestion des établissements publics, eux, s'activent pour une rentrée des classes réussie. À Boaké, par exemple, l'Union des COGES prend toutes les dispositions pour une année scolaire paisible. Au cours d'une rencontre, l'Union a fait le bilan de l'année scolaire écoulée. Reportage sur Corona, RTI Boaké. Depuis 1995, les COGES, comités de gestion des établissements scolaires, font partie du fonctionnement du système éducatif ivoirien. Les COGES se veulent un cadre de rencontre formelle entre les acteurs et partenaires pour la promotion de l'école. À l'approche de la rentrée scolaire prochaine, ces outils de la bonne gouvernance à l'école s'activent sur le terrain. À Boaké, l'Union des COGES 16 prépare cette rentrée scolaire. Au cours d'une rencontre, cette union a fait le bilan de l'année écoulée. Il a été question de faire des propositions pour une école paisible. Le président de l'Union des COGES 16 exhorte les parents d'élèves à participer aux activités des COGES. Il faudrait que les parents puissent comprendre que quand on dit l'école est gratuite, ça veut dire qu'il n'y a pas de frais de scolarité à payer. Mais quand l'enfant rentre dans une école, tout ce qui doit être fait pour qu'il soit dans un bon environnement a un coût. Il ne faudrait pas qu'ils abandonnent l'éducation de leur enfant aux mains des autres. On leur demande de faire de leur enfant une priorité. Les COGES, comités de gestion des établissements scolaires, soutiennent les chefs d'établissement pour une meilleure gestion des écoles. Et une rentrée des classes réussie, c'est aussi une rentrée qui se fait dans un cadre de vie sain où la propreté est de mise, à l'image même de toutes nos rues et quartiers. Hier, samedi, c'était la 19e édition de l'opération Grand Ménage et notre reporter Grace Kando a fait un tour dans la commune d'Adjamé, puis à Trècheville. Elle nous rapporte que dans le cadre de cette opération, les commerçants et les jeunes volontaires apportent leur contribution à travers des actions de salubrité. Adjamé Mirador, précisément au boulevard de Gaulle. Mamadou et ses collègues commerçants sont en plein ravalement des balises de séparation de voies. Nous, les petits commerçants, on a cotisé pour payer le 28 pour faire ça. On a de 6h à 10h pour nettoyer, rendre le coin propre pour empêcher les gens de verser les poubelles dans la rue. Un peu plus loin, dans la commune de Trècheville, une autre action de propreté, rues et grandes artères, a passé au peigne fin par une association de jeunes. Nous sommes des jeunes de l'avenue 6, rue 20 barré, rue 19 barré, ainsi de suite. Donc on prend de l'avenue 6, rue 38 à l'avenue 6, rue 12. Tous ces jeunes-là qui se mettent ensemble pour pouvoir balayer, et puis en fonction de ça, on peut aller au-delà de l'avenue 6. Nous sommes des bénévoles et on arrive à faire avec les mecs moyens qu'on a. Toutes ces actions s'inscrivent dans le cadre de l'opération Grand Ménage, initiée par le gouvernement depuis mars 2017. Ce que nous souhaitons, c'est de faire en sorte que
les populations s'approprient Grand Ménage, prennent soin de leur propre cadre de vie, de collecter les ordures, de les mettre dans les lieux appropriés afin que les opérateurs viennent prendre donc ces déchets-là. L'opération Grand Ménage est à sa 19e édition. Elle se tient tous les premiers samedis du mois. L'objectif, donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire. Et parce que vivre dans un cadre de vie sain, loin de l'insalubrité, c'est être en partie à l'abri de la maladie. Et quand on sait que pour se soigner, environ 80% d'Africains ont recours à la médecine traditionnelle, c'est dire combien la pharmacopée africaine est importante dans la prise en charge des malades. Cependant, malgré la qualité des produits médicaux, ceux-ci souffrent de la non-standardisation des procédés de fabrication, d'où la formation des professionnels de ce secteur sur les bonnes pratiques de fabrication. C'était à Agboville à l'occasion de la célébration officielle de la 16e journée africaine de la médecine traditionnelle. Reportage Didier Nguessan, commentaire Issa Chonayeo. Les tradis praticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire célèbrent la 16e journée africaine de la médecine traditionnelle à Agboville. Ils ont été exhortés à adopter les bonnes pratiques de fabrication afin de garantir l'innocuité, la sécurité et l'efficacité des produits médicaux. C'est de vérifier si les produits sont conformes à la qualité et conformes aux spécifications que le fabricant a définies. C'est une fois défini qu'on peut passer maintenant au contrôle qualité, c'est-à-dire vérifier que les spécifications de qualité qui ont été définies sont respectées sur tous les lots qui vont être fabriqués. Sur plus de 4500 tradis praticiens de santé officiellement recensés, moins de 10 ont leurs médicaments vendus en pharmacie. Pour augmenter ce ratio, désormais les conditions d'homologation dans les officines sont allégées. En plus des analyses sanitaires, il faudra débourser un minimum de 50 000 francs CFA. Un processus qu'a adopté ce tradit praticien pour moderniser sa chaîne de production. On commence d'abord par les plantes qu'il faut récolter, nettoyer, sécher, trier. Et après cela, on passe à l'état du broyage. Après avoir broyé la plante, on procède à l'extraction avec des solvants spécifiques. Après, il faut séparer les molécules. Donc c'est après cette séparation-là qu'on ajoute les excipients. En 2015, avec la nouvelle loi de pratique de la médecine traditionnelle, nous avons eu l'autorisation du ministère de la Santé pour commercialiser dans le domaine pharmaceutique ces deux produits-là. 8 Africains sur 10 se soignent avec les produits médicaux issus de la pharmacopée traditionnelle, selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Je vous le disais en titre, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, le gavage traditionnel des nourrissons est une pratique ancestrale transmise de génération en génération. Les mamans privilégient le gavage à l'eau chaude, y trouvant de nombreuses vertus présumées, notamment la longue vie et la bonne croissance de l'enfant. Et pourtant, la pratique est dénoncée par plusieurs organisations. Alexis Ouedraogo. Assise sur un tabouret, Florence pose à côté d'elle une assiette de bouillie de maïs. Elle déshabille sa petite fille, l'asperge d'un peu d'eau et la fait asseoir sur ses pieds. À l'aide de sa louche, Florence puise la bouillie, la verse dans le creux de sa main qu'elle colle près de la bouche de l'enfant. C'est ma grand-mère qui m'avait conseillé de le faire comme ça parce que elle a dit que si elle boit de cette manière-là, ça serait un peu mieux. Dans cette région, le gavage traditionnel des nourrissons consiste à leur faire absorber de manière régulière de l'eau chaude ou de la bouillie pour les rendre plus forts. Les enfants sont généralement gavés à partir de 3 mois et jusqu'à 2 ans dans certains cas. L'opération ne dure que quelques minutes. Si les femmes trouvent cela tout à fait normal, ils trouvent que c'est la meilleure façon même de nourrir un enfant. Elles ne connaissent pas les conséquences et l'enfant, vous verrez, tout de suite après, qui est très content, qui est rattaché à sa mère, qui n'a aucun problème. Et même ces femmes vous diront que la façon dont on nourrissait les enfants à travers le gavage, c'est ça qui les empêche même d'avoir toutes les maladies qu'on a aujourd'hui, qu'on rencontre aujourd'hui. Si le recours au gavage semble marginal dans les villes, il est très généralisé dans les campagnes. D'un point de vue médical, les gavages traditionnels peuvent être dangereux, dans ce sens qu'ils peuvent entraîner une inhalation dont le bébé peut présenter des fausses routes et cela peut se compliquer
Avec un arrêt cardio-respiratoire, le bébé peut être asphyxié et parfois ça peut entraîner le décès du bébé. Plusieurs organisations dénoncent, elles, qu'aucun des programmes de nutrition infantile menés dans le nord du Cameroun ne propose aux mamans des solutions de rechange pour la bonne alimentation du bébé sans lui faire courir de risques. Ici en Côte d'Ivoire, la commune de Yopougon vit depuis jeudi au rythme de la Semaine nationale des arts et de la culture. Des arts patrimoniaux aux tradis modernes, la culture dans toute sa splendeur est revisitée et toutes les régions de Côte d'Ivoire sont mises en lumière. Davis Oyo et Serge Collier. Tandamoloklo, danse guerrière, symbole de la vitalité des arts patrimoniaux dans la Yébi-Tiassa. Les guerriers de la région s'invitent à cette 4e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture. Mysticisme, déhanché vigoureux et trance caractérisent cette danse exécutée à l'occasion d'intronisation des grands chefs. La danse guerrière du peuple Swamlé de Aondo qui est présentée comme cela. Cette danse-là sortent pour vraiment magnifier, aussi purifier aussi le village. Le Tandamoloklo, ou danse guerrière, est réservé uniquement aux descendants des guerriers de chaque famille. Le Sassandra offre également des atouts non négligeables en matière de danse patrimoniale. Les hommes panthères de Liabo, fidèles à leur réputation, créent l'attraction à la place CP1 de Yopougon. Ici, le rythme des pas, les chants, les mimiques et postures de panthère donnent la cadence à cette belle orchestration. Cette danse initiatique plonge le public dans l'univers de la culture Nyambois. La région de la Bagoué propose la danse Koua. Elle est exécutée chaque 7 ans pour accompagner la sortie des initiés du Poro. À cette 4e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture, le tradi moderne avait un nom et un visage dans la nuit du jeudi 30 août. Il s'agit de l'artiste Seya Luxon Pado. L'enfant de Taïragui a abreuvé 2 heures durant le public de quelques morceaux choisis dans son riche répertoire. Ce samedi 1er septembre, Yopougon connaîtra l'apothéose de cette 4e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture, un grand festival national organisé par le ministère de la Culture en collaboration avec la mairie de Yopougon et le Club des Amis de la Culture. Les filles et les fils du handball font la promotion des valeurs touristiques et culturelles de leur région, cela à travers le concept Handball Impact qui est à sa 2e édition. Et pour l'édition 2018, c'est la ville de Niakaramandougou qui a abrité les festivités. On en sait plus avec Franck Quadio. En route pour Niakaramandougou nord ivoirien, ces jeunes explorent les plaines et la savane arborée, une vision périphérique à partir du mont Nyangbo, richesse naturelle. La 2e édition de Handball Impact, initiée par le Forum international de Tabana pour le développement du handball, c'est aussi cela. Il s'agit d'activités socio-culturelles, des dépistages gratuits de diverses pathologies, des dons de médicaments à l'hôpital de Niakara et l'équipement de la cantine scolaire. Coupure de ruban et visite donc des actions menées par les jeunes de la région au-delà de la valorisation identitaire. C'est une contribution au développement local. Il faut qu'on arrive à impulser le développement socio-culturel de ce monde. Il faudrait que nous soyons des acteurs économiques, des acteurs de développement chez nous. Individuellement, chacun apporte sa touche au développement local et ainsi de suite. Quand nous tous nous apportons les différentes touches, vous verrez que la région du handball va prendre un peu plus d'ascension dans le développement local. Un acte citoyen soutenu par autorités administratives et coutumières, les intervenants ont insisté sur l'union pour le développement de la région. Moment fort, le don d'un dispensaire au village de Nyangoneka, histoire de faciliter à tous l'accès aux soins. La première édition de Handball Impact, notons-le, a eu lieu en 2017 dans la ville de Katiola.
Nous sommes dimanche, jour de prière, et lors de la 3e conférence internationale pour action missionnaire des églises locales, les chrétiens baptistes ont organisé des séances de prière, d'adoration et de guérison à la gloire du Christ, et des prières pour la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Issa Yeo. 3e Siamel, conférence internationale pour action missionnaire des églises locales à Yopougon. Cette manifestation, initiée par les pères spirituels de l'église protestante baptiste, œuvre et mission internationale vise à évangéliser, former et délivrer les fidèles chrétiens. Nous voyons qu'il y a beaucoup de problèmes d'ordre social, d'ordre spirituel, d'ordre on peut dire social, financier. Et nous avons organisé la Siamel pour répondre à ces problèmes-là. Et nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas de limite. Comme il a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Louange, adoration et prière pour la nation ont marqué cette cérémonie religieuse. Nous prions pour la paix, surtout pour le pays, parce que nous sommes dans un pays et la Bible dit que votre paix dépend de la paix du pays dans lequel je vous place. Et donc nous prions aussi pour les autorités, nous prions pour les familles, nous prions pour la jeunesse. Et voilà, cette année, le programme est vraiment bien cousu. La Siamel éclatée est une manifestation annuelle pour les chrétiens baptistes de Côte d'Ivoire. Cette année, toutes les régions du pays ont organisé au même moment des séances de prière et de délivrance à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens catholiques ont pu effectuer le pèlerinage cette année. Ils sont des centaines, ces Ivoiriens partis marcher dans les pas de Bernadette pour un ressourcement spirituel. Entre prière, recueillement et confession, ces pèlerins ont été invités à toujours suivre le Christ à travers la Vierge Marie pour une totale conversion. Eugène Atoubé. Le temps était déjà donné et les couleurs annoncées. Une communication à la mesure de l'événement et de nombreuses innovations. L'équipe d'animation du pèlerinage cette année a misé sur la singularité de ce rendez-vous spirituel sur les pas de Bernadette et doublement symbolique. Le pèlerinage 2018 à Lourdes était entrevu comme celui de toutes les émotions. Lorsque la Vierge reçoit l'appel de l'ange, elle a eu une émotion intérieure qui venait contrarier ce que sa raison lui disait. Et avant qu'elle dise le fiat, eh bien, elle a eu un pas de recul. Donc on a besoin, nous aussi. Cette émotion, c'est comme un signal de départ pour que nous continuions le chemin et que, avec le message de Lourdes, avec ce que nous vivons ici, nous repartions et que nous vivions différemment. Le message de Lourdes, avec ce que nous vivons ici, nous repartions et que nous vivions différemment. C'est une tradition toujours respectée à Lourdes. La messe à la basilique souterraine Saint-Pédis ouvre le pèlerinage. L'officiant du jour, Monseigneur Marie-Pierre Carré, était le président de ce pèlerinage 2018. Les chrétiens, dans leur diversité, leurs différences, et chacun, avec son fardeau, avec ses intentions, sont venus de tous les coins du monde, comme répondant à l'appel de Dieu. Ici, l'expression du besoin de ce pain venu du ciel qu'est Jésus, et au nom de qui les pèlerins exécute cette injonction mariale lors des noces de Canaan de les Saintes Écritures. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est à nous que la Sainte Vierge s'adresse. Il nous a dit d'écouter l'évangile, d'observer et de faire également tous de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. C'est ça qu'il est question. Donc le thème est spécial, l'organisation est spéciale et tout le monde aujourd'hui vit ce pèlerinage comme si nous étions seulement à Lourdes. Lorsque je me rends à Lourdes, il y a un très grand changement. C'est la foi. Il faut croire, implorer la très sainte Vierge Marie, prier avec elle et qu'elle protège surtout mon pays. Le pèlerinage 2018 à Lourdes marque les 145 ans d'une rencontre initiée par les Assomptionnistes. Moment qui coïncide aussi avec le 160e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à Bernadette de Soubirous. Je suis venu confier beaucoup de choses. Et puis ce que j'attends, c'est que ma foi grandisse en suivant les pas de Bernadette. Le message de Lourdes, vraiment, c'est l'amour, le partage et surtout la fraternité entre les peuples. Chaque année, on essaie d'approfondir un peu plus pour que les pèlerins qui viennent vivent véritablement le pèlerinage dans la prière, dans le recueillement, mais aussi et surtout dans l'écoute des enseignements. Les pèlerins étaient dans une dynamique commune.
en union avec Marie, la Sainte Mère de Dieu, pour exprimer leur amour de Jésus. L'actualité politique en Côte d'Ivoire, c'est bien les prochaines élections locales, les municipales et les régionales couplées. Le dépôt des dossiers de candidature a eu lieu du 14 au 29 août dernier. Hier samedi, une délégation de la POECI, la plateforme des organisations de la société civile pour l'organisation du processus électoral en Côte d'Ivoire, était dans les locaux de la CEI pour voir et comprendre les différentes étapes par lesquelles passent les dossiers jusqu'à la validation des candidatures. Le compte-rendu de Sidonie Davila. Pour la transparence et la crédibilité des élections locales, la CEI a ouvert ses portes à la société civile. De la réception des dossiers de candidature jusqu'au traitement et à la validation des dossiers, les membres de la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation du processus électoral en Côte d'Ivoire, POECI, sont venus s'imprégner du processus d'analyse de dossiers qui est expliqué par les commissaires centraux Sourou Kone et Bertin Ganet. Nous sommes en train d'observer le dépôt parce que les élections commencent maintenant. Ce n'est pas le 13 octobre, mais c'est dès maintenant. Donc nous avons essayé de suivre les dépôts des dossiers pour voir si les dossiers sont reçus dans les normes par la CEI et surtout se passe bien. C'est une opération très très rigoureuse, elle est très longue. Nous avons suivi le processus depuis le dépôt jusqu'à l'analyse, jusqu'à la saisie des dossiers qui a besoin du monde. C'est un travail très méticuleux. Nous nous sommes rendus compte qu'en tout cas la CEI fait ce travail-là avec beaucoup plus de perspicacité et de discipline. Cette plateforme entend veiller au bon déroulement du processus électoral jusqu'au 13 octobre, jour de l'élection. La POECI appelle donc à des élections paisibles et demande par ailleurs aux électeurs et aux candidats de se fier au verdict des urnes qui sera donné par la Commission électorale indépendante, CEI. Et voilà qui nous conduit directement au magazine du dimanche. Notre invité est de la CEI, c'est Bertin Ganin, secrétaire permanent de l'institution. Il est installé, mais avant d'entamer notre échange, nous allons suivre ensemble cet autre élément. Les dépôts des dossiers de candidature pour les prochaines élections municipales et régionales ont été ouverts le 14 août dernier au siège de la Commission électorale indépendante, CEI. Même si à l'ouverture des dépôts, ce n'était pas la grande affluence dans les locaux de l'institution, l'ambiance à la clôture était tout autre. Dans l'après-midi et même dans la soirée peu avant minuit, de nombreux requérants ont pris d'assaut la commission électorale indépendante pour faire enregistrer leur dossier de candidature de peur de se voir éliminés d'office. À en croire ces requérants, l'obtention de certains documents exigés pour faire acte de candidature était quelque peu freinée par les vacances judiciaires et bien d'autres raisons. À Bobo, par exemple, aucun conseiller n'était disponible pour signer nos papiers. Au niveau des impôts, c'était fermé. Il fallait aller dans d'autres communes pour faire tout ça. Les certificats de nationalité, il y avait des juges en vacances et tout ça, des magistrats. Ça a été difficile. Je pense qu'il y a une semaine, on aurait pu nous dire une séance de travail pour comment monter un dossier, comment est-ce qu'un dossier est fiable. Mais là, vous voyez que tous nous sommes là, avec tous les mêmes problèmes. Les délais étant assez rapprochés, il y a un problème de confection des dossiers. Et comme ce sont des conseils, ce n'est pas un candidat unique, ce sont des conseils, donc il faut attendre que tout le monde, que chacun qui figure sur la liste ait confectionné son dossier avant de venir. Généralement, il y a l'arbitrage au sein de grandes formations comme le RADP, où il faut arriver à concilier les uns et les autres pour obtenir la victoire. Vu les difficultés d'ordre administratif, certains partis politiques et candidats indépendants souhaitent qu'un délai supplémentaire soit accordé. Le PDCI RDA juge qu'il convient que des dispositions pratiques et techniques soient prises pour un réaménagement des dates de dépôt des dossiers de candidature et de tenue du scrutin. Il y a un mouvement préfectoral qui pénalise beaucoup de candidats, il y a les vacances judiciaires, donc un certain nombre de circonstances qui devraient amener la CEI à réviser son calendrier et à repousser d'au moins une semaine la date limite de dépôt des candidatures, ce qui pourrait impacter aussi
la date de tenue des élections. Au cours de ce processus, la CEI enregistre plusieurs candidatures indépendantes, également des candidatures parrainées par le PDCI RDA et celles parrainées par le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP unifié. C'est le 7 septembre prochain que la CEI, après traitement des différents dossiers, va publier la liste des candidats dont les dossiers auront été validés pour les élections municipales et régionales du 13 octobre prochain. Monsieur Ganet, une question directe pour commencer. La date des dépôts des dossiers est bel et bien passée. C'est terminé. Plus de dépôt de dossiers de candidature. Il n'y a plus de dépôt de dossiers de candidature, étant donné que nous sommes tenus par la loi qui indique que les dossiers doivent être reçus au plus tard 45 jours avant les élections. Et les élections étant fixées au 13 octobre, nous ne pouvions pas aller au-delà de la date du 29 août pour la réception des dossiers de candidature. Mais jusqu'aujourd'hui, on entend, il y a encore des rumeurs, on entend des possibilités de report même de la date des élections. Écoutez plutôt l'information officielle que les rumeurs. D'accord. Donc, c'est maintenu le 13 octobre, M. Ganin-Bertin l'a dit. Et quand une candidature, quel est le procédé actuellement? C'est vrai, le dépôt des candidatures, des dossiers de candidature, c'est fait depuis le 29. Il y a eu une rallonge, presque une rallonge de 2 jours en tout cas, lorsque tous les candidats sont venus déposer leurs dossiers. Ceux qui avaient des documents manquants ont pu venir jusqu'au 31 pour déposer des dossiers. Oui, ce n'est pas une rallonge en tant que telle. C'est une procédure que nous avons mise en place pour avoir le maximum possible de candidats. C'est-à-dire que des candidats qui ont déposé des dossiers qui sont incomplets peuvent les compléter. Nous les appelons. Et même des candidats qui ont déposé des dossiers où nous constatons des anomalies, nous les appelons pour remplacer ces dossiers ou corriger les anomalies qui peuvent se trouver. Ce n'est pas une prolongation, c'est une procédure que nous essayons d'appliquer pour que la compétition soit la plus libre possible, pour que nous ayons le plus de candidats possible. Voilà. Et le 29 août, c'était la date butoir, mais il nous a été donné de voir un spectacle avec beaucoup... C'était un peu comme si tout le monde s'était donné rendez-vous le 29 dernier. Et pourtant, comme vous l'aviez dit, nous avons ouvert le dépôt des candidatures depuis le 14 août. Vous savez, il y a une pratique qu'il faut noter ici chez nous, malheureusement. On attend très souvent les derniers moments pour effectuer une opération qu'on aurait pu effectuer un peu plus tôt. Mais nous sommes tenus par des textes. Nous ne pouvions pas aller au-delà de la date du 29 août. Et donc, le 29 août, nous avons ouvert les portes de la CEI jusqu'à minuit pour que personne ne puisse dire on nous a dit le 29, il n'était pas minuit et ils ont fermé les portes. Donc jusqu'à minuit, nous avons reçu des dossiers. D'accord. Et tout à l'heure, dans l'élément, vous avez pu entendre certains candidats évoquer des raisons, les vacances judiciaires, des mouvements préfectoraux. Qu'est-ce que vous en dites? Les vacances judiciaires, les mouvements préfectoraux, vous savez, je sais que quand on est candidat, très souvent, on oublie ce qu'on est soi-même dans la vie professionnelle, parce qu'il s'agit de grands fonctionnaires qui sont intervenus tout à l'heure dans l'élément, mais ils savent très bien ce qu'on appelle la continuité de l'administration. Même quand des préfets ou des sous-préfets sont mutés, avant leur départ, il y a toujours le fonctionnement de l'administration. Et malgré les vacances judiciaires, vous savez, il y a des candidats qui ont pu obtenir les documents. Il y a le casier judiciaire qui s'est fait au lieu de naissance, mais il y a le casier central en cas de difficulté. Et beaucoup de candidats ont usé de cette possibilité-là pour pouvoir avoir leur dossier. Oui, M. Ganem, chaque zone du pays a sa particularité. Je prends par exemple le cas de certaines zones qui devaient toutes se retrouver, par exemple, dans une localité donnée pour établir des dossiers. Daloa, par exemple, toute la zone autour devait se retrouver là pour faire des documents administratifs. Ça fait donc beaucoup de monde et ce n'est pas pareil pour d'autres endroits. Mais non, vous savez, vous avez dit dans l'élément tout à l'heure qu'on a annoncé la date des élections depuis le 18 juillet. Depuis le 18 juillet, on a annoncé la date des élections. C'est-à-dire qu'on savait très bien que les élections auraient lieu
le 13 octobre. Donc il fallait... Donc, depuis juillet, ce n'était pas les vacances judiciaires, on pouvait établir les documents si on voulait être prêt. Une autre réalité, M. Ganet, depuis le 1er août, il y a eu le décret portant modification des conseillers municipaux. C'est ça. Le 1er août. Oui, c'est ça. Alors que la date de dépôt des dossiers, c'était le 14 août. Oui. 2 semaines seulement. Il y a des gens qui sont passés de 30 à 40 conseillers et tout ça, même s'ils avaient pris soin de faire leurs documents beaucoup plus tôt, il y avait 10 encore à trouver. Des personnes avec des papiers, des personnes avec des impôts à jour et tout ça. Est-ce que ce n'est pas aussi une difficulté? Ça peut être considéré comme une difficulté, mais en même temps, je pense que si on a pu faire déjà dans le temps le dossier de 30, comme vous dites, c'est un exemple parce que ce n'est pas... C'est pas toujours le cas. Quand on a pu faire le dossier de 30, on peut du 1er au 29 faire le dossier de 10. Le dossier de 10. Le dossier de 10. D'accord. Quelle est la suite du processus? La suite du processus, nous sommes en ce moment en train d'étudier les dossiers que nous avons reçus. Nous faisons d'abord une étude par rapport à l'informatique. Donc ça va dans la salle informatique, on scanne tous les documents. Ensuite, nous faisons une analyse physique des dossiers. C'est-à-dire que nous essayons de voir tous les éléments du dossier s'ils correspondent. Je vous donne un exemple. Lorsque vous regardez un dossier, vous devez savoir que la loi prescrit que pour un conseil régional ou pour un conseil municipal, les ascendants ou les descendants au premier degré, les frères et sœurs, les époux ne peuvent pas figurer sur la même liste d'un conseil. Il faut donc que nous puissions regarder de près ces éléments. Et c'est tout ce temps que nous prenons pour regarder ces éléments. Donc après l'étude, parce qu'à ce jour, nous avons reçu 685 dossiers pour les municipales et 89 dossiers pour les régionales. Pour 201 communes, 685 dossiers. Et lorsque je dis 685 dossiers, il s'agit de paquets de dossiers, parce que le plus petit chiffre pour un conseil municipal, c'est 25 membres. Et donc, nous regardons minutieusement ces documents. Et après cette analyse des documents, l'étape qui reste, ce sera la publication de la liste des candidats retenus. Prévu le 7 septembre. Prévu le 7 septembre. D'accord. Et une fois que nous avons publié la liste des candidats retenus, s'ouvre une période de contentieux. Ceux qui ne seraient pas satisfaits du traitement qui aurait été réservé à leur dossier peuvent saisir la Cour suprême. Ensuite, nous passerons à une autre étape maintenant, l'organisation du scrutin avec les formations qui précèdent et avec la convocation des membres des bureaux de vote. D'accord. Voilà. Donc, le recours, lorsqu'on envoie sa candidature rejetée, le recours, c'est la Cour suprême pendant la période de contentieux. Est-ce que pendant que vous êtes en train de traiter les dossiers, qu'il y a une photo qui manque, un petit document qui manque, vous pouvez quand même appeler un candidat pour qu'il vous l'apporte? C'est ce que nous faisons. D'accord. C'est ce que nous faisons. Nous avons toujours fait cela. Il y a même des candidats à qui nous avons écrit pour leur signifier qu'ils ont jusqu'au 6 septembre pour apporter les compléments qu'il faut. D'accord. Cette année, les élections vont se dérouler dans un climat apaisé. Côté sécurité, qu'est-ce qui est fait? Nous avons des sous-commissions à la commission électorale indépendante. Il y a une sous-commission qui est chargée des questions de sécurité. Et cette commission s'est réunie tout le long de l'année avec les responsables des forces de défense et de sécurité. La dernière en date, c'était le 10 août. C'était le 10 août, ça c'est une réunion officielle, mais il y avait déjà des réunions qui avaient précédé. Et notre objectif, c'était d'identifier les zones potentiellement conflictuelles, prendre les mesures qu'il faut pour éviter que le jour du scrutin, il puisse y avoir des débordements. D'accord. Le gangstérisme qui est vu pratiquement sur le terrain, les affiches qui sont arrachées, et puis la transhumance, je suppose qu'elle est autorisée encore pour ces élections locales. Est-ce que quelque chose est fait pour ceux qui se préparent à empêcher d'autres candidats de faire venir des électeurs d'ailleurs pour participer aux élections? Mais les électeurs déjà sont inscrits sur les listes. Les électeurs, la transhumance, c'est le code électoral qui le permet. Côté sécurité. Au niveau de la sécurité, nous prenons des dispositions, c'est ce que je dis, nous essayons d'identifier des zones potentiellement conflictuelles, mais ce sont des spécialistes, parce que nous travaillons avec la police, avec la gendarmerie, avec l'armée. Et donc, ces spécialistes de ces questions de sécurité,
avec nos responsables au sein de la CEI, nous essayons de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions éviter le gangstérisme dont vous parlez. Mais il faut dire aussi qu'au-delà de la question de la sécurité même, nous faisons de l'éducation. Nous faisons de la sensibilisation. Et à ce propos, je voudrais vraiment remercier les membres de la société civile qui nous aident dans cette opération de sensibilisation de la population. Il y a des slogans, l'élection, ce n'est pas la guerre, etc. Nous essayons d'expliquer au maximum que c'est une compétition démocratique et qu'il ne faut pas empêcher l'adversaire de s'exprimer en déchirant ses affiches. D'accord. Et pour terminer, qu'est-ce qui est fait dans le cadre du double parrainage, les candidats, par exemple, qui sont sous 2 bannières différentes? La loi le permet. Un candidat peut être parrainé par un ou plusieurs partis ou groupements politiques. Et donc, nous ne faisons que constater que tel ou tel candidat est parrainé par plusieurs, et c'est tant mieux, ça veut dire que ce candidat est aimé. D'accord. Merci. Les résultats seront donnés le même soir? Oui, nous avons déjà commencé avec les élections passées à donner les résultats dès le même soir, et nous pensons pouvoir y parvenir encore une fois. Merci. Je vous en prie. Merci, M. Ganin. M. Bertin Ganin, secrétaire permanent à la Commission électorale indépendante. Je rappelle que vous nous avez rejoints sur ce plateau pour nous parler de la suite du processus dans le cadre des prochaines élections municipales et régionales. Après l'étape du dépôt des dossiers, merci d'avoir effectué le déplacement. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Et je serai encore ici demain à 13h. Bon dimanche sur la chaîne qui rassemble.